En 48 heures seulement, un demi-siècle d'attente silencieuse dans le Sahel a semblé se briser net. Là où l'on empilait depuis des décennies rapports d'échecs, promesses internationales et opérations sous tutelle, une alliance conduite par Ibrahim Traoré au Burkina Faso a imposé brutalement son propre tempo. Pour quiconque suit de loin les nouvelles du Burkina Faso, cette accélération interroge que signifie vraiment voir une région longtemps jugée dépendante décider seule de son sort. Car si ce basculement tient, il pourrait reconfigurer bien au-delà du Sahel la façon dont l'Afrique se pense elle-même. Ce récit ne cherche pas à célébrer une victoire spectaculaire, mais à comprendre pourquoi un renversement considéré impossible pendant 50 ans a soudain pris forme en l'espace de 48 heures. L'enjeu central est simple: saisir comment une région longtemps pilotée de l'extérieur a pu redéfinir seuls les paramètres d'une opération militaire et politique d'ampleur. Cette compréhension, cruciale pour toute analyse du Sahel, offre un bénéfice concret: décoder la logique interne qui transforme un territoire en acteur souverain. Ce qui se joue ici dépasse les batailles, car une dynamique régionale change, lorsque ceux qui décident sont aussi ceux qui affrontent quotidiennement le terrain. L'équilibre entre risque, autorité et autonomie se déplace, révélant des leviers qui échappaient aux observateurs extérieurs. Et une question s'impose déjà, discrète mais décisive. Que se passe-t-il lorsqu'un territoire cesse d'attendre des solutions venues d'ailleurs? C'est la promesse de cette analyse. Revenir aux faits, aux choix, aux signaux, pour comprendre comment un basculement bref peut annoncer une transformation durable. En moins de 48 heures, l'Alliance sahélienne a inversé un rapport de force considéré immobile depuis plus d'un demi-siècle, et surtout, elle l'a fait sans aucune structure extérieure pour piloter l'opération. Ce contraste, 50 ans d'attente contre 48 heures d'exécution, constitue le premier signal d'une rupture stratégique mesurable. Pour comprendre cette bascule, il faut dérouler la chaîne de causalité qui précède l'aube du 2 octobre 2025. Dans les centres de renseignement maliens, une série de signaux faibles, mouvements de motos, dépôts de carburant, communication codée, indiquaient la préparation imminente d'une offensive de GNIM. La différence majeure avec les décennies passées ne résidait pas dans les alertes, mais dans la manière d'y répondre. Aucune validation internationale n'était attendue. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit ses officiers dans une salle nue et énonça une ligne directrice concise: nous définirons le champ de bataille. Cette injonction, minuscule en apparence, enclenchait une logique nouvelle où la décision descendait enfin vers ceux qui comprenaient intimement le terrain. Le contexte sociopolitique amplifiait cette dynamique. Les interventions extérieures avaient laissé plus de 2,5 millions de personnes déracinées, et les promesses d'expertise s'étaient progressivement transformées en fatigue collective. Les chiffres circulaient sans traduire la lassitude profonde d'une région qui n'acceptait plus de déléguer sa propre survie. C'est dans cette brèche que s'est imposée l'idée d'une réinvention intérieure, où la maîtrise des moyens techniques, réseaux chiffrés, drones locaux, coordination régionale, devenait le fondement d'une autonomie réelle. En quelques mois, la cohérence souterraine reliant Bamako, Niamey et Ouagadougou a forgé un langage opérationnel commun. Le Burkina Faso, longtemps simple observateur, s'est retrouvé au centre d'une mécanique collective capable de transformer une intuition politique en méthode stratégique. Ainsi se dessinait, presque silencieusement, une région qui décidait d'abord pour elle-même, afin d'agir enfin par elle-même. Au cœur de cette mécanique nouvelle se trouvait un fil conducteur discret, une méthode qui privilégiait la cohérence interne plutôt que la démonstration extérieure. Les unités burkinabées, maliennes et nigériennes réapprenaient à travailler avec leurs propres outils, et cette reconquête technique modifiait la manière dont chaque acteur percevait son rôle. La première illustration concrète apparut dans les communications opérationnelles. Jusqu'alors dépendantes de réseaux étrangers, elles furent progressivement remplacées par un système chiffré conçu à Bamako. Dans un poste avancé du Nord, une équipe de jeunes opérateurs constata qu'un message intercepté pouvait être relayé en quelques secondes sans l'intermédiaire d'un centre extérieur. Ce gain, infime en apparence, transforma leur capacité d'anticipation. Un second cas se produisit sur un site d'essai de drones près de Niamey.
Les ingénieurs, formés localement, testaient un prototype assemblé avec des pièces disponibles dans la région. Les images renvoyées aux unités burkinabées révélèrent un couloir de déplacement ennemi qui aurait échappé à toute surveillance classique. Cette découverte, modeste mais déterminante, permit de repositionner une section entière avant l'aube suivante. Dans les villages frontaliers, l'impact prenait une nuance différente. Les habitants, longtemps habitués aux bulletins étrangers, commencèrent à écouter davantage les radios locales. Les récits diffusés, sobres et sans emphase, redonnaient une place centrale aux communautés qui vivaient chaque jour la tension du conflit. Ce changement, encore fragile, révélait une transformation essentielle. La maîtrise technique devenait un vecteur de confiance, et la confiance, elle, nourrissait la capacité d'agir. Et la question demeure, qui contrôle vraiment le terrain ? Avant octobre 2025, une offensive sahélienne nécessitait souvent plusieurs semaines entre la détection d'une menace et la mise en mouvement cohérente des unités. Après le 2 octobre, cette inertie historique se contracta brutalement. La réponse prit forme en 72 heures à peine. Ce passage du lent au fulgurant explique le cœur du basculement. Tout commence dans une tente de commandement installée près de la frontière nigérienne. À l'extérieur, la nuit est lourde, étouffée par un vent sec qui porte encore les traces d'un conflit prolongé. À l'intérieur, l'atmosphère est presque silencieuse. Officiers maliens, nigériens et burkinabés scrutent un écran vacillant. Les signatures thermiques indiquent l'approche d'unités adverses. Aucun conseiller étranger, aucun traducteur, aucune procédure venue d'ailleurs. À cet instant, Ibrahim Traoré brise le silence. Un ordre bref traverse les radios. Nous définissons le champ de bataille. Cette phrase, minuscule mais décisive, remplace toute la logique habituelle. D'un modèle hérité des décennies précédentes, on passe à une décision locale, immédiate, façonnée par ceux qui connaissent les pistes, les dunes, les distances et les risques. Les réseaux chiffrés, conçus à Bamako, s'activent. Les premières équipes de drones, assemblées à Niamey, se préparent. Les sections burkinabées se repositionnent le long des couloirs sableux où l'ennemi progresse. La mécanique commence. À 04h30, le déclenchement est total. Les drones sahéliens prennent de l'altitude dans un silence austère. Les images thermiques tracent des silhouettes mouvantes sur le sable froid. L'Alliance voit tout, anticipe tout. À 05h00, les batteries SR5 burkinabées entrent en action. 3 salves successives déchirent la nuit. Les motos ennemies explosent, les dépôts de carburant s'embrasent. Les tentes de commandement s'effondrent sous les impacts. L'effet n'est pas seulement destructeur, il est synchronisé. Les équipes maliennes, en arrière, guident les drones pour réévaluer les positions ennemies en temps réel. Les unités nigériennes avancent aussitôt, suivant non pas une stratégie importée, mais leur propre plan, calibré selon la configuration exacte du terrain. La progression est rapide, les couloirs d'exfiltration se referment, les groupes adverses perdent la cohérence nécessaire à une contre-attaque. À midi, la colonne principale ennemie est aveugle, coupée de ses relais. Désorientés, les drones maliens referment la nasse méthodiquement. Le corridor devient impossible à tenir. Dans les villages proches, les habitants entendent les explosions mais devinent autre chose. La peur, pour la première fois depuis longtemps, a changé de camp. Un murmure circule. La terre elle-même se bat. Lorsque le soir tombe sur Tindiban, les ruines encore fumantes témoignent d'un choc condensé en moins de 24 heures. Les soldats de l'Alliance ne célèbrent pas. Ils mesurent, ils savent qu'ils viennent d'effacer 20 ans d'humiliation militaire en 2 jours seulement. Ce qu'ils ont accompli n'est pas une démonstration de force isolée. C'est une preuve fonctionnelle, une coordination sahélienne, pensée localement et exécutée localement, peut surpasser les modèles étrangers longtemps considérés comme indispensables. Cette certitude, à elle seule, redéfinit le rapport du Sahel à sa sécurité, à sa mémoire et à sa voix. Pendant des années, la baseline opérationnelle du Sahel imposait plusieurs semaines entre l'identification d'une menace et la riposte coordonnée. La Delta surgit lorsque l'Alliance réduisit soudain ce délai à 72 heures. Cette contraction radicale n'est pas un détail technique, mais un indicateur structurel. Elle révèle une région qui passe d'un système dépendant à un modèle autonome, capable d'orchestrer sa propre réaction.
Le premier chiffre, plus de 120 positions ennemies neutralisées, illustre une synchronisation rarement observée dans des opérations sahéliennes. Ce total reflète non une amplification de la force brute, mais une articulation fine entre drones maliens, batteries burkinabés et unités nigériennes. Chaque salve, chaque déplacement, chaque frappe s'inscrivait dans un protocole pensé localement. Cette cohérence, souvent absente des campagnes précédentes, marque un saut qualitatif décisif. Le deuxième chiffre, un taux de perte civile inférieur à 3%, contredit les narratifs affirmant qu'une autonomie militaire accrue conduirait au chaos opérationnel. Ce pourcentage traduit une gestion stricte des couloirs de tir et un usage mesuré des moyens d'artillerie. La précision obtenue grâce au flux d'imagerie issu des drones locaux a réduit les marges d'erreur, un changement essentiel pour une région habituée aux opérations longues et dispersées. Cette maîtrise renforce la légitimité de l'Alliance auprès des populations directement exposées au combat. Le troisième chiffre, 600 km de zone traitée en moins de 2 jours, démontre que la coordination régionale peut fonctionner à grande échelle sans dépendre de structures extérieures. Ce volume spatial, inhabituel pour une opération en autonomie totale, atteste d'une capacité de pilotage simultané des unités terrestres, aériennes et techniques. La rapidité du déploiement souligne une connaissance intime du terrain, impossible à reproduire pour des acteurs éloignés. Ces 3 indicateurs ne sont pas des victoires isolées, ils forment un faisceau cohérent. Ils signalent la consolidation d'un cadre où l'innovation locale remplace progressivement les relais internationaux. Dans les salles techniques de Bamako ou de Niamey, les ingénieurs évoquaient eux aussi la notion de delta, mais avec une nuance fondamentale. Les données analysées n'étaient plus tributaires des bailleurs extérieurs. Cette autonomie cognitive, la capacité de produire, interpréter et exploiter ses propres flux d'informations, change profondément le rapport à la décision. Sur le terrain, les effets étaient tangibles. Les réseaux chiffrés diminuaient les failles de transmission. Les drones sahéliens offraient une densité d'observation qui échappait auparavant aux forces locales. Les unités burkinabées ajustaient leur position en temps réel grâce aux images maliennes. Les sections nigériennes bénéficiaient d'une cartographie actualisée toutes les quelques minutes. Le tout fonctionnait non comme un assemblage improvisé, mais comme un protocole intégré. Le levier le plus discret demeure pourtant psychologique. Voir leurs propres outils produire des résultats mesurables a transformé la relation des soldats au risque. Ils n'exécutaient plus un plan conçu ailleurs. Ils validèrent la justesse de leur propre méthode. Cette bascule silencieuse constitue l'un des fondements les plus solides de l'autonomie sahélienne. Les critiques de l'offensive d'octobre 2025 se sont articulées autour d'un premier argument solide. Selon eux, la méthode choisie reposait sur une forme de témérité militaire, voire une dérive populiste. En privilégiant une démonstration de force autonome, le Burkina Faso, le Mali et le Niger auraient pris le risque de s'enfermer dans un dispositif trop centré sur la puissance brute. À terme, affirmait-il, cette orientation pourrait alimenter une militarisation excessive de la politique intérieure et réduire les marges diplomatiques nécessaires à la stabilité régionale. Les mêmes voix redoutaient un éloignement accru des partenaires internationaux, avec des conséquences économiques difficiles à absorber pour des États déjà fragilisés. Dans cette perspective, le succès de l'offensive n'était qu'une parenthèse, un geste spectaculaire qui pourrait se révéler coûteux dès que la pression retomberait. Le deuxième argument s'appuyait sur un constat géopolitique récurrent. La dépendance prolongée du Sahel aux dispositifs extérieurs aurait, selon certains, fragilisé les capacités locales au point de rendre tout modèle autonome intrinsèquement instable. Pour ces observateurs, la victoire éclair masquait des vulnérabilités structurelles, logistiques, technologiques, financières, qui réapparaîtraient tôt ou tard. L'Alliance risquait, selon eux, de confondre un succès ponctuel avec un changement durable et de se heurter rapidement à des limites organisationnelles. Pourtant, la réponse fondée sur les données de terrain nuance fortement ces deux visions. Les drones assemblés à Niamey, les réseaux chiffrés créés à Bamako et la coordination directe entre unités burkinabées, maliennes et nigériennes n'étaient pas des solutions improvisées, mais des systèmes conçus localement avant l'offensive. Leur efficacité, mesurée par la précision des frappes et par le maintien d'un taux de perte civile inférieur à 3%,
contredit l'idée d'un modèle instable. De plus, la synchronisation qui a permis de traiter 600 km/h en 48 heures ne relève pas d'un coup d'éclat, mais d'une montée en compétences progressive. Ces éléments ne réfutent pas toutes les inquiétudes, mais ils montrent qu'un cadre autonome peut, lorsqu'il repose sur une préparation technique cohérente, produire des résultats durables. Un seuil vient d'être franchi. Cette phrase pourrait paraître abstraite, mais elle résume le point médian où l'opération cesse d'être un simple succès tactique pour devenir une démonstration systémique. Car au moment où l'alliance sahélienne referme la nasse autour des groupes armés, quelque chose d'inédit se produit. Les unités qui progressent ne suivent plus un plan conçu ailleurs. Elles déploient une méthode entièrement façonnée par leur propre lecture du terrain. Dans une salle technique de Ouagadougou, des ingénieurs observent les flux de données des drones maliens et nigériens qui se croisent sans passer par aucune plateforme extérieure. Ce croisement, banal en apparence, marque une bascule profonde. La région produit, interprète et exploite ses propres signaux. Pour Ibrahim Traoré, ce moment n'est pas une proclamation, mais la validation concrète d'un pari engagé dès les premiers jours d'octobre. Sur les ondes locales, les habitants entendent les rapports laconiques des unités frontalières et découvrent que la coordination ne dépend plus des annonces étrangères. L'information, redevenue proximité, change la perception de la bataille. C'est là que se joue le midpoint. La victoire cesse d'être un événement et devient une méthode. Les effets de l'offensive d'octobre 2025 ne se sont pas limités au champ de bataille. Ils ont traversé les frontières administratives, les récits collectifs et les dynamiques sociales du Sahel. Ce qui avait commencé comme une réponse militaire autonome est devenu un révélateur des capacités réelles d'une région longtemps considérée comme dépendante. Pour Ibrahim Traoré, ce déplacement des équilibres constituait autant un enjeu politique qu'un test de cohésion. La victoire a immédiatement permis aux 3 États de l'Alliance, Burkina Faso, Mali, Niger, de réorienter leur positionnement diplomatique. Ils n'étaient plus perçus uniquement comme des terrains d'assistance, mais comme des acteurs capables d'agir sans tutelle. Les délégations africaines revinrent progressivement à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, signe qu'un nouveau cycle pouvait s'ouvrir. Ce repositionnement n'avait rien de symbolique. Il témoignait d'une souveraineté revendiquée, déjà visible dans la capacité à réduire un délai opérationnel multisemaine à 72 heures. Pour les populations, la transformation fut d'abord logistique. Plus de 2,5 millions de déplacés commencèrent à retourner dans des zones autrefois impossibles à sécuriser. Les routes redevinrent praticables, même si les défis restaient considérables. Les terres agricoles, abandonnées depuis des années, furent remises en culture sous la protection d'unités locales. Les écoles improvisées accueillirent à nouveau des enfants dont la mobilité dépendait jusque-là des fluctuations du conflit. La baisse du risque immédiat produisit un effet en chaîne, le retour progressif d'une économie du quotidien. La perception de l'identité nationale se modifia profondément. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les citoyens redécouvrirent une forme de confiance institutionnelle. Le drapeau burkinabé, souvent relégué à un rôle cérémoniel, retrouva une présence dans les rues, portée par une population qui voyait dans l'autonomie militaire un prolongement naturel de la dignité politique. Les succès de l'Alliance nourrissaient un sentiment d'appartenance élargie, où le concept de nationalité n'était plus opposé à la coopération régionale, mais construit à partir d'elle. Au niveau local, les effets prirent une dimension presque intime. Les villages frontaliers, longtemps pris dans un cycle d'abandon, retrouvèrent un rôle central dans la diffusion de l'information. Les radios communautaires devinrent des vecteurs de récits, relayant les exploits des jeunes ingénieurs ayant conçu des drones locaux ou des équipes chargées de reconstruire des infrastructures essentielles. Les habitants, autrefois spectateurs lointains, devinrent des participants actifs à la reconstruction. Cette transformation psychologique fut l'une des plus puissantes. Lorsque les communautés mesurent que la sécurité provient d'outils conçus chez elles, leur rapport au futur change profondément. Ainsi se dessine le véritable écho de la victoire, un ensemble de transformations ancrées dans des faits concrets, où les choix locaux, politiques, techniques, sociaux redéfinissent la trajectoire d'une région entière. Les 6 à 12 mois suivant la victoire d'octobre 2025 ouvriront un champ d'incertitude
où chaque choix politique, technique et social influencera la trajectoire du Sahel. Les signaux relevés dans l'offensive montrent un potentiel réel, mais aussi des fragilités que seule une cohésion durable pourra compenser. Dans l'hypothèse la plus probable, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel poursuivront la coopération militaire éprouvée durant l'offensive. Les institutions régionales, en gestation depuis plusieurs mois, commenceraient à structurer des réponses communes aux crises. L'économie progresserait lentement, portée par la stabilisation progressive des zones agricoles et par une réduction relative des dépendances extérieures. Toutefois, ce scénario implique une gestion méticuleuse de la fatigue post-conflit, ainsi qu'un maintien d'équilibres politiques internes souvent fragiles. Une dynamique plus ambitieuse verrait le Sahel devenir un modèle pour d'autres États africains. Les réussites techniques, drones locaux, réseaux chiffrés, pilotage opérationnel indépendant pourraient inspirer de nouveaux partenariats sud-sud. Dans ce contexte, la position diplomatique du Burkina Faso, du Mali et du Niger se renforcerait notablement, offrant de nouvelles marges de négociation avec les puissances extérieures. Le poids symbolique des résultats obtenus en 48 heures donnerait à cette trajectoire une force d'attraction rare. Dans une telle configuration, l'héritage méthodique de Ibrahim Traoré trouverait une extension régionale cohérente, mais un retournement demeure possible. Des divergences idéologiques, des pressions économiques ou des campagnes de désinformation venues de l'extérieur pourraient fissurer l'unité de l'Alliance. Les inquiétudes liées à l'autoritarisme ou à une militarisation excessive pourraient s'exacerber. Dans ce scénario, la réussite initiale se figerait en mythe, sans capacité institutionnelle pour soutenir l'effort dans la durée. La coopération militaire se fragmenterait, rendant chaque pays plus vulnérable aux crises locales. Face à ces 3 trajectoires, une posture analytique demeure essentielle. Considérer l'offensive non comme un point final, mais comme un prototype. Les mécanismes techniques et politiques mis en œuvre ne garantissent pas l'avenir, mais offrent un modèle testable, adaptable, ajustable, perfectible. La clé des mois à venir réside dans la capacité à maintenir la cohérence interne tout en absorbant les tensions extérieures. Pour les observateurs extérieurs, la victoire sahélienne n'a pas seulement révélé une transformation militaire, elle a mis en lumière un enjeu plus vaste, celui du rapport entre dépendance et autonomie dans les dynamiques africaines. Mais la manière dont cette rupture résonne varie selon les publics. Pour ceux qui, depuis longtemps, perçoivent l'impuissance comme une fatalité des nations africaines, l'offensive d'octobre 2025 agit comme une déflagration symbolique. Elle montre qu'un territoire présenté comme fragile peut, en assumant ses propres choix, renverser une inertie ancienne. Cette lecture offre un espace mental nouveau, celui où la souveraineté ne relève plus d'un discours, mais d'une pratique concrète. Pour les acteurs économiques, institutionnels ou technologiques qui cherchent à soutenir des initiatives locales, cette séquence révèle une opportunité rare. Le Sahel n'apparaît plus comme un espace où il faut combler des manques, mais comme un laboratoire où l'on peut renforcer des dispositifs déjà porteurs. L'idée de partenariat équilibré, construit sur des initiatives conçues dans la région, gagne en crédibilité. Pour les publics engagés dans des réflexions globales sur la souveraineté, l'autonomie ou la coopération, l'expérience sahélienne ouvre une interrogation essentielle. Qu'est-ce qui définit réellement un modèle durable ? L'offensive montre qu'une région peut transformer sa position, non en s'isolant, mais en recentrant ses décisions. D'abord, considérer que la souveraineté n'est pas un bloc monolithique, mais une série de choix pratiques, parfois minuscules, qui finissent par déplacer les rapports de force. Ensuite, que l'autonomie ne naît pas d'une rupture totale avec l'extérieur, mais d'une capacité à produire et interpréter ses propres données, ses propres priorités. Le Sahel ne peut transformer une victoire éclair en stabilité durable qu'en structurant une méthode précise, séquencée, mesurable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à convertir une démonstration tactique en architecture stratégique. Voici 5 étapes qui émergent naturellement des choix opérés depuis octobre 2025. En ce qui concerne les académies militaires communes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. En ce qui concerne former une génération d'officiers capables de planifier selon des référentiels africains. En ce qui concerne immédiatement après la stabilisation des zones prioritaires. En ce qui concerne par la rapidité de déploiement des unités et la fiabilité des transmissions.
En ce qui concerne les gouvernements sahéliens, appuyés par des coopératives locales. En ce qui concerne transformer les anciens couloirs de conflit en espaces agricoles productifs. En ce qui concerne, dans les 12 prochains mois, en ce qui concerne croissance des cultures locales et baisse des importations essentielles. En ce qui concerne les ingénieurs maliens, nigériens et burkinabés. En ce qui concerne développer drones, réseaux chiffrés et outils de communication autonomes, en ce qui concerne à mesure que les centres techniques sont opérationnels. En ce qui concerne nombre de technologies produites localement et efficacité en situation réelle. En ce qui concerne associations villageoises et radios locales. En ce qui concerne créer des échanges culturels pour réduire les tensions héritées des déplacements. En ce qui concerne après la sécurisation des axes routiers, en ce qui concerne participation communautaire et stabilité dans les zones frontalières, en ce qui concerne le conseil permanent de l'AES, en ce qui concerne centraliser la diplomatie, la gestion de crise et la coordination régionale, en ce qui concerne dès que les structures communes sont juridiquement prêtes, en ce qui concerne capacité à résoudre une crise sans soutien extérieur. Dans la salle presque vide évoquée plus tôt, celle où les commandants se rassemblaient autour d'une table dépouillée, demeure l'image la plus fidèle de la transformation sahélienne. C'est dans cet espace sans décor, où les décisions se prenaient loin des caméras, que s'est formée l'idée d'une responsabilité partagée. Ibrahim Traoré, entouré de ses officiers, avait affirmé que partager la douleur signifiait aussi partager le commandement. Cette phrase, sobre et sans emphase, avait servi de point d'ancrage à une méthode qui dépassait largement la seule dimension militaire. La retenue des soldats, le soir de Tindiban, prolongeait cette même atmosphère. Pas de triomphe, pas de gestes héroïques, mais un silence plein d'une conviction nouvelle. Les villages, eux, retrouvaient dans les ondes locales la trace d'une voix qui leur appartenait enfin. Rien n'était entièrement gagné, rien n'était figé, mais la région avait découvert qu'elle pouvait écrire sa propre trajectoire, une décision à la fois. Ce fil, ténu mais durable, relie les ingénieurs, les soldats, les habitants au geste patient de la reconstruction. Et c'est dans cette sobriété que se trouve la vraie force. Une souveraineté vécue, pas proclamée. La dignité avance quand la décision revient au terrain. Ce qui s'est joué au Sahel dépasse le cadre d'une opération militaire. C'est une invitation à repenser la manière dont les territoires définissent leurs priorités et assument leurs choix. Le mouvement enclenché en octobre 2025 montre qu'une région longtemps traitée en terrain d'assistance peut redevenir actrice de sa propre trajectoire. Cette rupture, discrète mais profonde, ouvre un espace de réflexion qui concerne bien au-delà du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Pour celles et ceux qui suivent ces transformations, une question demeure. Quel modèle d'indépendance voulons-nous encourager dans un monde qui évolue si rapidement? Un modèle fondé sur la coopération partagée ou sur la reprise en main locale? Votre regard, vos analyses et vos questions enrichissent cette conversation. Si ces récits vous éclairent ou vous bousculent, vous pouvez approfondir, comparer, débattre. Chaque échange contribue à mieux comprendre ce moment charnière et à saisir ce qu'il peut inspirer ailleurs.